Les choses ont commencé la semaine dernière avec une note dégradée. Et puis, ce fut l'affolement, le bras de fer, la punition, un bref répit sur les places financières et hier, à nouveau, la dégringolade des indicateurs boursiers sur fond de rumeurs. Il y a bien sûr les agences de notation qui distribuent les bons points et posséderaient, ce faisant, un permis de tuer. Mais il y a surtout les marchés et les États qui s'affrontent ces derniers jours à couteau tiré. Endettement, spéculation, austérité, vous l'avez compris, les matins d'été se mêlent aujourd'hui de la crise, de ses ressorts et de ses effets, en compagnie de l'économiste François Racheline. Bonjour. Bonjour. François Racheline, vous êtes professeur d'économie à Sciences Po Paris et conseiller spécial du président du Conseil économique, social et environnemental. À vos côtés, dans notre studio, l'économiste et philosophe Jérôme Batou. Bonjour. Bonjour. Vous avez, Jérôme Batou, notamment enseigné à la London School of Economics et à Sciences Po et vous collaborez régulièrement à la revue Le Débat. François Racheline, cette crise a des airs de polar, voire de tragédie shakespearienne, mais pouvez-vous nous rappeler aussi simplement que possible, pour les non-initiés, les étapes de cet emballement et sa logique ? Mais la tragédie shakespearienne, c'est un polar. Vous dites c'est un polar, oui, mais enfin il y a quand même des gens qui en souffrent, donc c'est pas un polar qui n'a aucune conséquence. C'est pas de la fiction. Vous savez, c'est très difficile de savoir à partir de quel moment quelque chose s'emballe. Ça fait pas mal de temps qu'on est dans une situation que tout le monde appelle la crise, c'est-à-dire en gros depuis 2007-2008, ce qu'on appelle les subprimes, on y reviendra peut-être. Et puis tout d'un coup, alors il y a eu des vagues successives. Et puis tout d'un coup, il y a un emballement, ce que vous disiez tout à l'heure, et puis on se demande pourquoi. En réalité, dans la situation financière et économique internationale, il faut parfois des tout petits détails pour enclencher des grandes catastrophes. Les mathématiciens connaissent ça avec, par exemple, les avalanches. Vous voyez, un petit élément supplémentaire et tout s'effondre. Alors, ce qui s'est passé, pour être le plus clair possible, c'est qu'il y a une dégradation de ce qu'on appelle la note américaine. Ça veut dire que les États-Unis, pour emprunter de l'argent, doivent maintenant payer plus cher. On reviendra sur ce qui a motivé ça ou sur le fait que ça soit justifié ou non. Ça, c'est une autre question. Enfin, voilà la réalité. Et les gens qui ont de l'argent et qui veulent le placer, et les gens qui ont besoin d'argent et qui voudraient en emprunter, ont été mis devant cette situation nouvelle. Et il y a eu un début de panique, notamment aux États-Unis. Alors il y a un dicton américain qui dit « If you panic, panic first ». C'est-à-dire si vous êtes paniqué, il faut que ce soit le premier, parce qu'après, évidemment, vous allez perdre votre chemise. Vous allez perdre votre chemise. Ce qui est symptomatique et très intéressant de la situation actuelle, c'est que dès que les marchés ont commencé à déraper, comme on dit, c'est-à-dire que les gens qui avaient des valeurs les vendaient, ceux qui voulaient trouver de l'argent n'en trouvaient plus, immédiatement les États ont réagi. Il y a eu une sorte de concertation, et notamment en Europe. Jérôme Batou, à l'occasion de cette crise, s'est révélé le caractère abyssal de la dette américaine, le caractère qui a provoqué une certaine panique, comme nous disait à l'instant François Racheline, caractère abyssal de la dette américaine, on ne parle même pas de celle des pays de la zone euro, et avec elle, on a découvert ou redécouvert, on a ouvert les yeux sur le caractère virtuel des richesses à partir desquelles s'organise l'économie mondiale. Mais qu'est-ce qui, selon vous, Jérôme Batou, jusqu'à présent et pendant si longtemps, a préservé les marchés du vertige ? En fait, je pense que si on regarde la crise à l'échelle des 2 dernières années, c'est en fonction de cette durée qu'on voit apparaître un peu le moment actuel, qui est en fait un grand moment de dévoilement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans ? Il y a 2 ans, on s'est dit, c'est le bazar dans la finance. Ces gens sont en train de s'entretuer. Lehman Brothers est scalpé, who's next ? Et puis, on s'est dit, donc on va les réguler. On va les gouverner. Et puis, depuis 2 ans, on a essayé de le faire. Je crois qu'on n'y est pas vraiment arrivé. Mais surtout, ce qui est apparu la semaine dernière, et à l'échelle du mois de juillet, en Europe comme aux États-Unis, c'était en fait l'incapacité des démocraties de se piloter elles-mêmes, de se réguler elles-mêmes, et pour lâcher le mot, de se gouverner. Autrement dit, il y a 2 ans, on avait une crainte qui était une crainte significative, mais raisonnable sur la possibilité de réguler la finance. Mais 2 ans plus tard, ce qui apparaît, c'est une crainte beaucoup plus angoissante sur la capacité de la politique à se gouverner. Et donc en fait, je ne crois pas que
ce qui se passe sur les marchés à l'heure actuelle soit lié à une brutale découverte du montant de la dette américaine. Ce montant, on la connaissait. On connaît les chiffres. Non. Ce qui est apparu, c'est qu'en réalité, il y avait des gens dans le gouvernement des États-Unis ou dans l'opposition qui étaient prêts à risquer une récession pour gagner les prochaines élections. Et on s'est rendu compte qu'en fait, contrairement à ce qu'on avait voulu croire en utilisant la métaphore du pilote de l'avion, c'est pas qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion, c'est qu'il y avait 50 pilotes dans le cockpit, mais en même temps qu'ils avaient tous hyper peur de tenir le manche. François Rachline. Oui, l'image est assez juste, mais il ne faut pas non plus imaginer que les dirigeants d'un pays, démocratie ou non-démocratie, sont des gens qui voient parfaitement clair et qui mesurent exactement les conséquences de leurs actes. Parce que si c'était le cas, ça voudrait dire que nous serions gouvernés par des experts. Et depuis Platon, on sait que c'est très dangereux. En réalité, je crois qu'il y a un ensemble de ça semble dangereux aussi de ne pas être gouverné par des experts aujourd'hui, pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'il faut que les experts disent leurs mots, si vous voulez, mais il faut que les gouvernements prennent des décisions et qui sont des décisions qui ne sont pas exclusivement déterminées par des considérations financières ou qui reposent sur le dire des experts. Et donc je crois que ce que vient de dire Jérôme Batou est assez juste. Je mettrai une nuance quand même. C'est assez juste parce qu'il y a effectivement une perception du fait que les démocraties sont désemparées. Ce qui me paraît devoir être nuancé, c'est que la démocratie, vous savez ce que disait Churchill, c'est un mauvais système, mais c'est quand même le meilleur de tous, à l'exception des plus mauvais, etc. Vous connaissez la formule. Les démocraties cherchent aujourd'hui à s'organiser et à travailler ensemble. Et c'est ça la grande difficulté, c'est qu'effectivement, quand on est en démocratie, on discute, on palabre, il y a des oppositions, on n'arrive pas tout de suite à avoir une position ferme. Et quand vous avez une crise comme celle qu'on connaît en ce moment, effectivement, s'il y avait une espèce de gouvernement autoritaire qui prend une mesure directement, ça serait peut-être mieux perçu par les marchés. Mais franchement, il vaut mieux qu'on soit en démocratie. Alors François Rachline, visiblement vous allez un peu à contre-courant des printemps, notamment arabes, en appelant peut-être un retour à un État autoritaire. Ah, pas du tout. Non, attendez, mais je vous entends bien. Si vous m'attribuez ça vers 8h moins le quart au mois d'août... On part très mal. Non, c'est absolument pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas être gêné ou triste que les démocraties réagissent pas extrêmement vite. Elles ont du mal à réagir aussi vite que des régimes plus autoritaires, tout simplement parce qu'on y débat. Là, Jérôme Batou. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que François Rachline vient de dire. D'accord, parce qu'en effet, la démocratie est un régime de la délibération. Et la délibération, ça, c'est pas dans la nuit. Mais en même temps, dire qu'on n'a pas eu le temps, c'est aussi se cacher derrière son petit doigt. Je veux dire, lorsque le communisme ou lorsque le bloc soviétique s'est écroulé il y a déjà presque une vingtaine d'années, on a pris une décision en Occident qui rétrospectivement semble effrayante. C'est-à-dire qu'on s'est dit peut-être ultime complexe de supériorité de l'Occident à l'égard du monde. Nous, ce qu'on va faire, c'est la conception, et puis les autres, ils auront les usines et ils iront produire toutes ces petites choses. C'était oublier, chemin faisant, qu'en réalité, pour innover, pour progresser, il faut avoir la main sur les usines, parce que c'est à l'intérieur des ateliers qu'on comprend ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut... Résultat, nous, on a fantasmé sur le syndrome de l'usine clé en main, mais les gens, ils ont gardé la clé. Bon. Et donc, dire qu'on a manqué de temps, c'est un peu faux. On s'est calé sur une optique de mondialisation heureuse qui allait nous délivrer de tous nos spectres du XXe siècle, l'usine, l'atelier, la mine, le syndicat et tout ce qu'on voudra. On a voulu exporter ça dans le reste du monde. Les gens l'ont pris à bras-le-corps. Résultat, on est à présent dans une situation difficile. Donc non, je crois qu'on a quand même eu du temps pour se poser la question. Alors là, vous parlez de deux choses, me semble-t-il, différentes. À la fois, Jérôme Batou, vous semblez inviter à reconnecter l'économie financière à l'économie réelle, comme on dit parfois. Et puis, vous, de votre côté, François Rachline, vous insistez sur ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la novlangue médiatique et des experts, la gouvernance économique. Jacques Attali, très récemment, s'exprimait, me semble-t-il, pour le journal Le Monde, en disant que voilà, il était temps de mettre un coup d'accélérateur sur un fédéralisme budgétaire et fiscal européen, notamment face à cette crise. Mais je voudrais qu'on dise un mot de ce bras de fer, autre expression qu'on a retrouvée beaucoup dans les médias, bras de fer entre les États et les marchés. Quand on vous lit, François Rachline, ce bras de fer remonte visiblement à loin. Vous citez Napoléon qui pouvait dire « Le commerce unit les hommes, tout ce qui les unit les coalise, le commerce est donc nuisible à l'autorité ». Sous-entendu de l'État. Quels sont les buts, les intérêts de ces marchés apparemment coalisés contre les États ? D'abord, quand vous dites que ça remonte à loin, Napoléon, c'est tout près.
je crois qu'il faut remonter jusqu'à Our, jusqu'à Mycène, c'est-à-dire très 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 loin pour regarder... Our, la première ville, voilà, dit-on, dans la haute antiquité. Exactement, pour regarder quels sont les rapports entre le souverain et le commerce, ou entre le souverain et le négoce. Pour faire court, les marchés sont en général, dans l'histoire, des enfants de l'État. L'État construit une zone ou une fenêtre où il peut voir les flux s'échanger. Il la subordonne à un certain nombre de règles et chacun peut voir aujourd'hui la place du marché dans les villages de France. Et on regarde au centre, il y a le marché parce que c'est là qu'on peut prélever les impôts, c'est là qu'on peut voir les flux. Il y a le siège du pouvoir local qui est jamais très loin, la mairie, en général, il y a l'église aussi parfois. En général, mais c'est aussi le marché c'est le moyen de voir les flux et donc de pouvoir prélever. Donc si vous voulez, dans l'histoire, encore une fois pour faire très très court, vous avez une relation de subordination du marché à l'État, et ce qui n'est pas subordonné, l'État comme par hasard l'appelle le marché noir. Et donc je crois qu'il faut établir une différence assez sensible entre toute cette histoire et puis ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la connexion entre les différents marchés des différents États dans le monde entier. Et cette connexion fait qu'on a le sentiment qu'il y a un retournement du lien de subordination, c'est-à-dire que ce sont les marchés qui demandent aux États de parler leur propre discours, leur propre langage. Et évidemment, les États n'ont pas cette grammaire-là, ils ne la connaissent pas, ou ils la parlent très mal. Jérôme Batou ? En fait, oui, en effet, ça vient de loin, et Our, Mycène, c'est clairement, il y avait des marchés, il y avait des choses de cet ordre-là. Mais ce qui me semble absolument frappant dans l'époque, et pour moi qui constitue la grande nouveauté, c'est le fait qu'on s'est mis à parler des marchés, comme on a autrefois parlé, peut-être au XIXe siècle, du peuple. C'est-à-dire un immense agrégat abstrait, qui semblerait constituer une sorte d'individu qui serait doté, comme il est convenu de le dire, d'une psychologie de marché, qui serait capable de céder à la panique, etc. Qui serait menaçant, comme le peuple, ces classes dangereuses du 19e siècle. Absolument. Mais là, il faut rentrer dans la sociologie des marchés financiers. Oui. Pénétrer dans une salle de marché, aller se balader dans la city, et se rendre compte qu'en fait, en deçà de cette abstraction qui brouille complètement notre compréhension de ce qui se passe, il y a là des dizaines de milliers de personnes qui sont eux-mêmes pris dans une atmosphère d'immense peur. Hier, la Société Générale perd 20% sur les marchés, la bourse Davis. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'en fait, sur les marchés, à l'heure actuelle, tout le monde se pose la question de savoir qui est le prochain sur la liste. Parce qu'on sent bien que dans cette ambiance, il va y avoir encore du sang sur les murs et qu'il n'y aura pas besoin de faire de tests génétiques pour savoir de qui ça sera. Ça sera forcément des opérateurs financiers ou des gens comme ça. Et donc, pour aller plus loin, il me semble qu'il y a non seulement peut-être une dialectique entre des gens dans la finance, je préfère parler comme ça avec des marchés, et les États, et là on peut parler des États parce que les États ça existe là pour le coup. Mais plus que tout, il y a une espèce de dialectique à l'intérieur des marchés financiers entre des gens qui jouent leur survie et qui implorent la protection des États. On parle de retour du politique, il n'y a pas de retour du politique. En revanche, il y a une immense demande de politique. Et cette demande de politique, elle vient à l'intérieur même des marchés financiers. Vous seriez très étonné si vous parliez à des traders de mon âge, des traders comme ça, qui ont 30 ans, etc. Et qu'est-ce qu'ils vous diraient ? Ils disent, mais en fait, on a failli foutre le monde en l'air. Et après, ils enchaînent en disant, mais bon, franchement, moi, je reste encore 3 ans, je mets un maximum d'argent de côté, et après, je me casse parce que cet endroit craint. Et tout est comme ça. Donc c'est ça l'ambiance à l'heure actuelle sur les marchés. Les gens, en fait, qui y œuvrent, ils croient à l'apocalypse pour 2012. François Racheline. Non, il y a 2 choses que je voudrais dire à propos de ça. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jérôme Batou. Ce sont des solidarités passagères, si on regarde ça de manière générale. Et deuxièmement, il faut établir une différence entre une multiplicité de transactions bilatérales et un marché. Un marché, c'est quelque chose de très organisé. Je ne suis pas certain que lorsqu'on parle des marchés financiers, on ait cette nuance en tête. Et justement, un certain nombre de marchés ne sont pas du tout organisés, donc ne sont pas des marchés. Jérôme Batou. Mais finalement, puisqu'il est question de liquidité dans toute cette crise, on peut prendre une image. Et cette image, c'est celle d'un bassin qui serait rempli de petits poissons qui seraient des piranhas. Ces gens ont faim parce que... On pense à une expression qui est utilisée dans le trading aujourd'hui, c'est les black pools, les piscines enténébrées où il y a des monstres, des poissons à grandes dents. Prenons des black pools remplis de piranhas. Alors qu'est-ce qui s'est passé au début ? Les piranhas, ils ont commencé il n'y avait pas grand-chose... Ils avaient des grandes faims, et puis ils n'avaient pas grand-chose à manger, donc ils ont commencé à se manger entre eux. Donc il y a un piranha qui s'appelait Lehman Brothers, qui a été avalé. Du coup, la piscine était déjà black, mais elle est devenue raide, et les petits piranhas, ils ont failli se noyer dans leur propre sang. Résultat, les États qui étaient au-dessus de la piscine, comme ça, depuis la terrasse, ils se sont dit, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les piranhas ? Et donc, ils ont balancé de la liquidité propre, de l'eau, quoi. Mais évidemment, elle est tombée dans un bain de sang.
donc ça s'est pas tellement arrangé. Et depuis 2 ans, en fait, si on veut donner une interprétation de ce qui se passe dans l'action des États sur cette crise financière, elle a consisté en effet à se tenir en dehors de la piscine, en dehors de la black pool, et à déverser des liquidités de plus en plus faramineuses qui ne font qu'accentuer la taille de la piscine. Parce qu'en réalité, le fonds de stabilité financière là, qui va être mis en place, si tout va bien, d'ici la fin du mois de septembre, va consister à réinjecter à nouveau dans un système financier en proie à l'angoisse, à la peur, à la déréliction, à la solitude morale, consister à déverser 800 milliards d'euros à nouveau. Et ces 800 milliards d'euros deviennent ensuite des forces qui entrent dans un jeu où, en effet, la dilution dans cette piscine de sang est toujours possible. Donc, il faudra tout à l'heure qu'on revienne à la connexion entre ce qu'on est en train de dire et puis l'économie. Ce que vous appeliez l'économie réelle, moi je suis un peu réservé là-dessus, enfin bon, sur l'économie, et puis ce qu'il y a derrière. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est que vous savez, quand vous êtes sur une route, il y a un bonhomme, il y a une espèce de figure comme ça, et on vous dit attention, il y a des travaux, mais derrière il y a des hommes. Derrière tout ça, il y a des hommes. Derrière tout ça, il y a des populations, il y a des peuples, et c'est extrêmement important de ne pas non plus oublier ça. Alors, j'emploie pas le mot peuple dans le sens... On va en dire un mot, mais on a pu parler du peuple à propos de ces questions, et je pense pas à tort, mais, avant de parler des effets, justement, sociaux, notamment, de cette situation internationale et européenne aussi, eh bien, je voudrais qu'on reste encore un peu sur les ressorts de cette crise. À l'instant, Jérôme Batou nous parlait du fait que les États avaient apporté déversé de la liquidité pour essayer de sauver un certain nombre d'acteurs, notamment de banques, après la crise de 2007-2008. J'essaie de comprendre. Est-ce que c'est le fait que les États ont versé des liquidités, François Rachline? Est-ce que c'est le fait que les États ont trop dérégulé depuis les années 1980 en particulier? Ou est-ce encore parce que les États cherchent à re-réguler, à imposer de nouvelles règles, comme le disait Jérôme Batou tout à l'heure, depuis 2008, qui provoquent ce que, par exemple, le journal Les Échos a appelé une punition de la part des marchés à leur encontre? J'ai presque envie de vous répondre que c'est tout à la fois, parce que y a une thèse qui est très en vue, qui consiste à dire que les États-Unis ont mis beaucoup d'argent sur la table, ce que disait Jérôme Batou, et que c'est ça qui a créé véritablement la crise de l'été subprime, parce qu'il y avait des liquidités à ne non plus savoir quoi faire, et que donc on a fait n'importe quoi avec. Moi, je suis beaucoup plus nuancé là-dessus, parce que je pense que si les États-Unis n'avaient pas mis de la liquidité, on aurait eu une crise beaucoup plus grave, et les États-Unis, c'est la locomotive du monde, donc on aurait déraillé beaucoup plus tôt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que franchement, c'est difficile de savoir si les marchés, dans le sens qu'on évoquait tout à l'heure, sont aujourd'hui outrés ou exaspérés par le fait qu'on essaie de les réguler. Je pense que si on pousse un tout petit peu, puisqu'on est au mois d'août et qu'un certain nombre de nos auditeurs sont en vacances, ça permet de réfléchir, je ne suis pas certain que le capitalisme, dans son acception générale, aime beaucoup le marché. Les capitalistes individuels n'aiment pas forcément le marché, parce que le marché, c'est quelque chose dans lequel on vous regarde, on vous observe, il y a des règles, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un économiste, appelons-le économiste, Jeremy Bentham, du XVIIIe siècle, qui disait « The more you're observed, the better you behave ». Plus on vous regarde, et mieux, et voilà, mieux vous vous comportez. Oui, mais d'accord, c'est le panoptique, c'est-à-dire dans les prisons. Mais regardez autour de ce studio, on est tous les quatre, on se voit, il n'y en a aucun de nous quatre qui a mis les doigts dans le nez, parce que on dit c'est gênant. Bon, alors, évidemment, les auditeurs ne le verraient pas, mais nous on le verrait, on dirait quand même il exagère. Donc, et Michel Foucault de dire que plus on vous regarde, plus on vous contrôle. Évidemment, plus on vous regarde, plus on vous contrôle. Mais qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Qu'est-ce que c'est qu'une chambre de compensation, comme disent les spécialistes? Qu'est-ce que c'est qu'un marché? C'est un lieu où on vous regarde. Or, la moitié de la finance internationale n'est pas regardée. Plus de la moitié. Vous voulez dire qu'elle ne veut pas être regardée avec des attaques spéculatives comme celle-là? Ça signifie qu'elle en a assez et qu'elle veut qu'on ne la regarde plus? Il y a deux choses. Non seulement elle n'est pas regardée, c'est-à-dire vous prenez ce qu'on appelle un marché qui sont les credit default swaps, les assurances contre des défaillances de paiement par des créanciers. Bon. Donc vous prenez une assurance. Ça, c'est un des plus grands marchés du monde, après le marché de devises, et il n'est pas régulé parce que tout simplement, c'est pas véritablement un marché, c'est une multiplicité de transactions bilatérales. Donc là-dessus, vous ne pouvez pas intervenir véritablement. Et en même temps,
Jérôme Batou n'avait pas tort de dire tout à l'heure, que ceux qui travaillent sur ce marché disent à la fois foutez-moi la paix, je voudrais être libre, mais en même temps, si vraiment ça va très mal, il faut que vous interveniez pour me garantir de la sécurité. Et on est toujours entre les deux. On ne peut pas mieux dire les choses. Ce qui est frappant quand on va passer une journée dans une banque d'affaires à l'heure actuelle, c'est d'avoir affaire à une anarchie en quête de discipline. Mais vraiment en quête de discipline. Les gens sont malheureux de la situation dans laquelle ils sont. Ils savent qu'elle n'est pas durable. Ce mot qui est le mot d'une époque, d'une génération. C'est bien que la finance durable, c'est ça qu'ils voudraient aussi. Parce que ce sont des gens qui ne peuvent pas faire grand-chose à part faire ce qu'ils font. Ils aimeraient bien que ça continue. Donc ça, vous voulez dire qu'aujourd'hui, les opérateurs de marché, comme on les appelle parfois, ils veulent des barrières, ils veulent des limites, ils veulent une fessée ? C'est pas dans ces termes, disons, de régulation régressive. Je crois qu'on peut... Non, parce qu'il y a une description comme ça des salles de marché où c'est la panique, où il y a un côté un petit peu irrationnel. Non, alors justement, on peut demander à un individu éventuellement d'avoir une certaine rationalité, mais on ne peut pas demander à un phénomène de groupe d'avoir d'avoir une attitude de rationalité. On se plaint de l'irrationalité, donc, de ces opérateurs, des marché. Mais aucun phénomène humain, à partir du moment où il est collectif, n'est rationnel. C'est le propre de cette dimension qu'on a un peu tendance à oublier, qui est la dimension du politique. S'il y a un mot qui s'appelle le politique et qui s'ajoute au mot qui s'appelle le psychologique, c'est sans doute parce qu'il se joue quelque chose dans les phénomènes de groupe qui ne se joue pas à l'intérieur d'un esprit humain. Non, mais c'est pas automatiquement irrationnel. Ce n'est pas automatiquement rationnel, mais ça peut l'être parfois. Je dis pas que c'est rationnel ou irrationnel, je dis simplement non, que c'est pas la bonne dimension selon laquelle interpréter ce qui se passe dans un phénomène de groupe. Je suis d'accord.